Imaginez un visage à la fois doux comme de la soie et tranchant comme une lame, une beauté qui attire le regard sans le relâcher, tout en laissant planer une fragilité subtile, comme si une simple brise suffisait à l'emporter. Au sommet de l'âge d'or des top modèles des années 90, lorsque Naomi Campbell, Claudia Schiffer ou Linda Evangelista régnaient sur les podiums comme des reines flamboyantes, Shalom Harlow, elle, a choisi une apparition tout en nuances, ni tapageuse, ni éclatante à outrance, mais envoûtante dans son silence, capturant l'attention par la profondeur de son regard et la finesse de ses traits. Et puis, un soir, sous les projecteurs brûlants et le crépitement frénétique des flashs, Shalom a créé un moment qui allait marquer l'histoire de la mode. Lors du défilé d'Alexander McQueen en 1999, elle se tenait immobile sur une plateforme tournante, laissant 2 bras robotisés pulvériser de la peinture noire et jaune sur sa robe blanche immaculée. Ce n'était pas une destruction, mais une métamorphose, un rituel artistique qui transformait la mode en œuvre vivante. Ce moment, à la fois fragile et puissant, improvisé et parfaitement chorégraphié, a redéfini la notion même de présentation dans l'univers du mannequinat. Pourtant, avant de devenir le visage de dizaines de couvertures de Vogue ou la muse de McQueen, Chanel et Dior, Shalom n'était qu'une jeune fille d'une petite ville du Canada, loin d'imaginer que son nom résonnerait un jour dans toutes les capitales de la mode. L'histoire de Shalom Harlow n'est pas seulement celle d'une carrière dans la mode. C'est aussi celle d'une femme qui a su conquérir un univers avide de puissance et de dramatisation, simplement avec sa douceur et sa profondeur. Et c'est là que son voyage commence. Shalom Harlow est née le 5 décembre 1973 à Oshawa, une petite ville de la province de l'Ontario, au Canada. Dans les années 70 et 80, Oshawa respirait l'air de l'industrie automobile, avec ses usines General Motors qui faisaient battre le cœur économique de la région. Loin des métropoles cosmopolites comme Toronto ou Montréal, cette ville offrait un rythme de vie lent, des hivers longs et rigoureux et une communauté soudée issue en grande partie du milieu ouvrier. Son père, David Harlow, était un homme simple, technicien dans l'industrie. Sa mère, Sandy Harlow, cumulait 2 activités, agent immobilier et professeur de danse. C'est de cette dernière que Shalom a hérité son amour de l'art, en particulier le sens du rythme et la grâce du mouvement. Pourtant, dans une ville comme Oshawa, les carrières artistiques étaient rares et peu valorisées. Pour la majorité des jeunes filles, l'avenir passait par un travail stable, un mariage et une vie proche de leur famille. Shalom a grandi dans une maison modeste mais chaleureuse en tant qu'aînée de 3 enfants. Souvent, elle aidait à s'occuper de ses 2 frères lorsqu'il fallait soulager ses parents. Très tôt, sa silhouette élancée, son visage aux pommettes hautes, au regard profond et à la bouche charnue la distinguaient des autres. Mais dans ses propres yeux, elle n'avait rien d'exceptionnel. À l'école, elle était la fille discrète, celle qui préférait les livres, la musique et la danse. Son adolescence ne fut pas exempte de difficultés. Sa grande taille et sa minceur lui valurent des moqueries. Certains camarades lui disaient qu'elle était trop maigre ou trop grande pour être normale. Loin de l'abattre, ces remarques ont forgé chez elle une force tranquille, celle de ne pas plier face aux attentes ou aux jugements extérieurs. En dehors des cours, Shalom suivait des leçons de danse moderne, de jazz et de ballet. Sa souplesse, sa maîtrise corporelle et son sens musical allaient devenir des atouts précieux lorsqu'elle foulerait les podiums. À l'époque, pourtant, devenir mannequin ne lui traversait pas l'esprit. Elle rêvait plutôt d'une carrière de danseuse professionnelle, voire d'actrice. La famille Harlow, bien que modeste, accordait une place importante à la culture. Ses parents l'emmenaient voir des concerts à Toronto, visiter de petites expositions ou simplement l'encourageaient à explorer toutes les formes d'expression artistique. Ces expériences ont nourri en elle une énergie créative latente
qui se manifesterait plus tard dans son travail de top modèle. Mais Oshawa restait une petite ville, loin des projecteurs. À 16 ans, Shalom n'imaginait pas un seul instant que sa vie pourrait l'emmener à New York, Paris ou Milan. Le monde de la mode semblait appartenir à d'autres, celles qui avaient grandi dans de grandes villes, habituées aux appareils photos et aux réseaux influents. Pourtant, dans l'ombre, la scène était déjà en train de se préparer. Quelques années plus tard, la jeune fille grande et élancée, aux cheveux bruns et au regard pensif, allait quitter sa ville natale pour devenir l'une des figures les plus recherchées de l'histoire du mannequinat. Mais avant cela, il fallait qu'une rencontre fortuite change le cours de son destin. À 17 ans, la vie de Shalom Harlow se résumait encore à ses cours, à ses leçons de danse et aux soirées tranquilles à Oshawa. Pourtant, un événement anodin allait ouvrir la porte qui l'amènerait vers la mode internationale. C'était l'été 1990. Shalom participait à un festival de musique en plein air à Toronto avec des amis. Au milieu de la foule, un homme d'un certain âge, au regard attentif et à l'allure soignée, l'observa. Il travaillait comme recruteur pour une agence de mannequins locale. Ce qu'il remarqua, ce n'était pas seulement la silhouette élancée et le visage harmonieux de la jeune fille, mais aussi une présence silencieuse, presque magnétique. Lorsqu'il l'approcha pour lui proposer de passer à l'agence pour un essai photo, Shalom faillit en rire. L'idée de devenir top modèle lui semblait à la fois étrangère et irréaliste. Elle s'imaginait que ce métier appartenait aux filles blondes, aux sourires éclatants et aux courbes parfaites, pas à une adolescente longiligne, les cheveux bruns attachés à la va-vite. Mais la curiosité prit le dessus. Elle accepta d'aller à la séance photo, juste pour voir comment c'est. Dès que l'objectif se braqua sur elle, quelque chose s'éveilla. Ses années de danse lui permirent de bouger avec aisance et naturel. Le photographe déclara « Tu racontes une histoire avec tes yeux et c'est très rare ». L'enthousiasme fut toutefois tempéré par la réaction de sa famille. Son père craignait que le monde de la mode ne l'entraîne dans un univers superficiel et risqué. Sa mère, bien qu'attirée par l'aspect artistique du métier, l'encourageait à réfléchir, consciente de la compétition intense qui régnait dans le mannequinat. Pendant plusieurs semaines, Shalom hésita. D'un côté, la sécurité d'une vie familière à Oshawa. De l'autre, l'appel d'un univers nouveau et inconnu. La décision fut prise lorsque l'agence lui proposa un programme précis. Une formation courte à Toronto, quelques séances pour des magazines locaux, et si tout se passait bien, un voyage à New York pour la saison des castings. Un soir d'automne, alors qu'elle répétait seule une chorégraphie dans sa chambre, Shalom comprit qu'elle devait essayer, car si elle ne le faisait pas, elle se demanderait toujours « Et si ?» La formation se déroula dans un ancien bâtiment du centre-ville de Toronto. On lui apprit à marcher sur un podium, à se tenir, à travailler avec la lumière et à poser. Sa technique naturelle impressionna les formateurs. « Elle ne marche pas, elle flotte », dit un professeur de catwalk. Son premier shooting professionnel fut pour un magazine canadien. Maquillage, lumière, vêtements, tout était nouveau et vertigineux, mais Shalom resta concentré, traitant la séance comme une performance chorégraphique. Les photos furent envoyées à New York. Les retours furent immédiats et positifs. Plusieurs agences internationales manifestèrent leur intérêt. Quelques mois plus tôt, Shalom était encore une simple lycéenne. Désormais, elle se préparait à embarquer pour la capitale mondiale du mannequinat. Sa famille accepta, à condition qu'elle garde le contact et veille à sa sécurité. Avec une petite valise, un carnet de notes et quelques photos, Shalom prit l'avion pour New York, la ville qui allait transformer sa vie. Elle ignorait encore qu'à partir de quelques castings hésitants, elle deviendrait l'un des visages les plus demandés de son époque, inscrivant son nom dans la légende des top modèles. Au début des années 90, New York était une arène impitoyable pour quiconque rêvait de se faire un nom dans la mode.
Les podiums étaient dominés par les légendaires Big Sis, Naomi Campbell, Linda Evangelista, Christy Turlington, Cindy Crawford, Claudia Schiffer et Kate Moss commençaient à s'imposer. Au milieu de ces personnalités flamboyantes, Shalom Arlo apportait un souffle nouveau, une douceur aérienne, une élégance silencieuse, mais qui ne passait jamais inaperçue. Le véritable tournant survint lorsqu'elle fut invitée à défiler pour Gianni Versace. La première fois qu'elle posa le pied sur ce podium italien de prestige, elle ne chercha pas à éblouir par la puissance. Elle avança d'un pas lent, la tête légèrement penchée, le regard comme perdu dans un rêve. Après le show, Gianni Versace déclara « Elle peut porter n'importe quoi et en faire une histoire. » Hey. De Versace, elle passa rapidement aux maisons Chanel, Valentino, Donna Karan et surtout Alexander McQueen. Avec McQueen, Shalom trouva une rare connexion artistique. En 1999, lors du défilé légendaire No. 13, elle monta sur une plateforme tournante, vêtue d'une robe blanche immaculée, pendant que 2 bras robotisés projetaient de la peinture noire et jaune sur le tissu. La scène, entre sculpture vivante et performance, bouleversa l'assistance. Ce moment devint une référence absolue dans l'histoire du mannequinat et scella sa place parmi les top modèles incontournables. En parallèle des podiums, Shalom régna sur les magazines, couverture de Vogue, Harper's Bazaar, Elle, W, ID. Elle fut le visage de campagnes emblématiques. Chanel No. 5, Tiffany, Co, Yves Saint Laurent Opium. Dans chaque image, elle insufflait un récit, un mouvement de main, un regard mélancolique, comme une partition visuelle. Ce qui la distinguait, c'est qu'elle ne cherchait pas à rivaliser par le volume ou l'agressivité. Là où d'autres mannequins optaient pour l'impact immédiat, Shalom choisissait une présence hypnotique, presque cinématographique. Les photographes Steven Meisel, Peter Lindbergh, Mario Testino louaient cette qualité. Lindbergh disait « Shalom n'a rien besoin de faire, mais l'objectif ne peut la quitter ». Durant près d'une décennie, elle incarna l'excellence. On la voyait sur tous les grands podiums, mais aussi sur MTV's House of Style, aux côtés d'Amber Valletta, rendant l'univers des top modèles plus accessible au grand public. Elle symbolisait une nouvelle génération, celle qui considère le mannequin comme un conteur d'émotions et non comme un simple porteur de vêtements. Cependant, cette gloire avait un prix. Les voyages incessants, les journées entières de shooting et les semaines entières de Fashion Week mettaient ses forces à rude épreuve. Pour préserver son équilibre, Shalom fit le choix rare de sélectionner ses projets avec soin, privilégiant ceux qui avaient du sens artistiquement. Pour elle, le succès ne se mesurait pas au nombre de contrats, mais à l'intensité créative des moments vécus. Grâce à cette philosophie, son nom échappa à l'oubli et entra définitivement dans le panthéon des top modèles des années 90. Pour elle, un mannequin n'est pas qu'un cintre vivant, c'est un narrateur visuel. Et tant que l'histoire qu'elle raconte avait du sens, elle savait que sa place dans la mode resterait intacte. À une époque où la célébrité incitait beaucoup de ses consoeurs à lancer des marques ou à se diversifier massivement, Shalom suivit sa propre voie, lente mais sûre. Elle travailla uniquement avec les créateurs et photographes en qui elle avait confiance, consolidant une carrière moins bruyante, mais remarquablement durable. Ainsi, Shalom Arlo s'imposa comme bien plus qu'un visage sur papier glacé. Elle devint l'exemple d'une artiste qui, dans l'univers impitoyable du mannequinat, osa vivre et travailler selon ses propres règles. Au début des années 2000, alors que l'industrie de la mode changeait de visage, Shalom Arlo restait un nom respecté, mais le rythme effréné de sa carrière commençait à laisser des traces sur son corps et son esprit. La tendance héroïn chic imposait de nouveaux visages, plus jeunes, plus frêles, et le règne des top modèles des années 90 semblait toucher à sa fin. Fidèle à son approche sélective du métier, Shalom apparaissait moins souvent,
privilégiant quelques projets choisis. Les années passées à voyager sans répit, à enchaîner les séances photos et les semaines de Fashion Week avaient mis son corps à rude épreuve. Une blessure au dos, conséquence de longues années de danse et de podium en talons vertigineux, provoquait des douleurs persistantes. Malgré cela, elle continuait à travailler ponctuellement, mais il était clair que son corps réclamait une pause. Vers le milieu des années 2000, Shalom disparut presque complètement des radars médiatiques. Les fans et les journalistes s'interrogeaient « Où était-elle ? Pourquoi n'apparaissait-elle plus sur les podiums de New York ou de Paris ?» Certains murmuraient qu'elle souffrait de graves problèmes de santé, d'autres qu'elle s'était retirée pour se consacrer à sa vie personnelle. Dans une rare confession, Shalom admit qu'elle avait besoin de se reconstruire, physiquement et mentalement. Elle refusait de devenir l'ombre d'elle-même, présente uniquement pour maintenir une image sans passion réelle. Ce retrait, douloureux mais nécessaire, traduisait la fidélité à ses valeurs, une constante tout au long de sa carrière de mannequin. Pendant ces années de silence, elle voyagea, approfondit ses connaissances artistiques et s'engagea dans des projets environnementaux. Elle pratiqua aussi le yoga et la méditation pour soutenir sa guérison. Peu d'informations filtrèrent sur sa vie privée, hormis quelques photos volées à New York ou Toronto, où elle conservait cette allure élancée, plus apaisée qu'autrefois. Son absence rappela à quel point elle avait marqué son époque. Dans un monde où les top modèles étaient désormais remplacés par des figures omniprésentes sur les réseaux sociaux, la capacité de Shalom à se retirer volontairement faisait figure d'exception. En 2012, elle surprit tout le monde en revenant dans une campagne de Jason Wu et en posant pour la couverture de Harper's Bazaar. À 38 ans passés, elle conservait un charisme intact, prouvant que la beauté et la présence ne se mesurent pas uniquement en années. Cette réapparition n'était pas un retour fracassant, mais un rappel. Shalom n'avait jamais complètement disparu. Elle choisissait simplement ses apparitions. Pour certains observateurs, cette absence prolongée représentait une erreur en termes de stratégie commerciale. Dans le mannequinat, s'éloigner trop longtemps signifie souvent céder la place à la nouvelle génération. Mais pour Shalom, c'était le seul moyen de rester fidèle à elle-même. Elle le résuma ainsi: « Je n'ai pas peur d'être oubliée, j'ai peur de me perdre. » Aujourd'hui, lorsqu'on évoque Shalom Harlow, on ne pense pas seulement à une figure marquante des années 90, mais à une véritable artiste de la scène, capable d'utiliser son corps et son regard pour raconter une histoire. Dans un univers de la mode souvent dominé par le bruit et l'excès, elle a prouvé qu'une présence silencieuse pouvait être tout aussi puissante. Son héritage ne se mesure pas en nombre de défilés ou de contrats publicitaires, mais dans des instants gravés dans la mémoire collective. Sa rotation gracieuse sur le podium de Versace, son immobilité presque sacrée au milieu des bras robotisés de McQueen, ou encore ses portraits en noir et blanc de Peter Lindbergh, capturant une beauté à la fois fragile et déterminée. Les générations suivantes, de Karlie Kloss à Adut Akesh, citent Shalom comme une source d'inspiration, la preuve qu'on peut réussir dans le mannequinat sans trahir son identité. Elle incarne l'idée que le top modèle n'est pas seulement un corps qui porte des vêtements, mais un vecteur d'émotions et de sens. Peut être que la vraie question n'est pas de savoir si Shalom Harlow reviendra, mais plutôt si elle débutait aujourd'hui. Le monde de la mode aurait-il la patience d'écouter l'histoire qu'elle souhaite raconter? Car au fond, Shalom n'a jamais vraiment disparu. Elle a simplement choisi de n'apparaître que lorsque la lumière en valait la peine.